Jean-Marc Jancovici, dis donc, a été invité par Clément Viktorovitch il y a pas longtemps dans sa nouvelle émission qui s'appelle Figure. Je sais pas si vous l'avez vu passer la vidéo, mais ça tombe bien parce que bah moi, écoutez, je regarde, je suis une vieweuse régulière de Clément, et autant l'émission Figure, j'avoue que c'est pas celle qui m'intéresse le plus, autant celle-ci c'est avec le roi des ingénieurs en personne. Je me suis donc dit, ça vaut le coup d'aller écouter un petit peu quand même qu'est-ce qui se raconte sur cette espèce de plateau. Parce que oui, si vous connaissez pas Jancovici, Jancovici c'est vraiment le roi des ingénieurs. Le roi des ingénieurs, on va dire, entre guillemets, progressiste. Moi, en tout cas, vous le savez, j'ai un cursus ingénieur. J'ai fait classe préparatoire into, voilà, école d'ingénieur à Grenoble. L'ENSC Cube, une école basée sur l'eau, l'énergie et l'environnement. Donc autant vous dire que pour nous, Jancovici, c'est vraiment le goth. Dans l'école où j'ai été, c'est vraiment quelqu'un que plein de gens appréciaient beaucoup, quoi, parce que c'est un gars qui parle pas mal d'écologie, mais avec des bons gros mots d'ingénieur. Et ça, nous, on aimait bien en tant qu'ingénieur spécialisé dans l'écologie, c'est normal. Mais voilà, moi, j'ai toujours été assez critique de Jancovici. Je vais pas vous mentir, tout le monde, j'ai toujours trouvé qu'il y avait un petit peu une absence dans la façon dont il explique le monde. C'est quelque chose, c'est un espèce d'intuition que j'ai toujours eu, mais qui s'est précisé lorsque j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la politique, et pas à savoir juste arrêter d'être simplement vaguement progressiste, mais lorsque j'ai commencé à être marxiste, hein, tout simplement, tout le monde, c'est ça qui a commencé à me faire remettre en question la question de Jancovici, notamment autour du fait que c'est quelqu'un qui explique tout par l'énergie. Et moi j'ai toujours trouvé que c'était un peu, que ça ressemblait quand même beaucoup à un biais d'ingénieur, justement, à un biais de physicien, à un biais de scientifique dans les sciences dures. Genre, toi, ton explication pour expliquer plein de trucs, c'est l'énergie. Donc, ton explication pour expliquer l'histoire de l'humanité, c'est l'énergie. Sauf que, bah non, il y a une science qui est dédiée à ça quand même, ça s'appelle justement l'histoire. Et c'est un passage que je vous ai un petit peu skip de l'interview parce que c'est pas ce qui va le plus nous intéresser. Parce que justement, dans toute cette interview, il revient sur plein de sujets qui sont plus ou moins intéressants, qui maîtrisent franchement pas mal pour certains. D'autres où je trouve que l'analyse est un peu bancale, notamment quand on parle de géopolitique, c'est quand même une vision qui est souvent un peu déshumanisante, je trouve, de certains sujets. Mais oh bon, allez, à la limite ça, on peut le passer, admettons. Non, moi là où j'ai plus de mal, c'est plutôt sur son explication par rapport au progrès humain. Voilà, c'est quelqu'un qui explique tout par l'énergie. En gros, qui part du principe que la raison pour laquelle on a eu la révolution industrielle, c'est qu'on a surtout mis la main sur de l'énergie. Et que donc, c'est via cette énergie qu'on a obtenu, qu'on a pu baisser l'effort humain et donc se mettre à beaucoup plus réfléchir. Je vulgarise très très fort, hein, les gens. À se mettre de plus en plus à réfléchir, et donc à réfléchir à des moyens de faire de l'optimisation, et donc c'est comme ça qu'on a fini par avoir le progrès technique. Et il en parle pendant 1 heure d'interview, je vous mens pas, hein, merde. Alors je disais oui, donc du coup on en est à 1 heure d'interview, dans laquelle justement il parle de ça, il parle de l'histoire un peu, de comment est-ce que l'énergie a pris la place qu'elle a pris aujourd'hui dans la société. Et moi, ça commençait un petit peu à monter, il y a un truc qui commençait un petit peu à monter, et ça tombe bien, parce que, écoutez, Clément a fait son travail, et il l'a plutôt bien fait. À savoir, il a posé la question qui me trottait dans la tête depuis quasi le début de l'interview. Quid du capitalisme? Parce que je vous jure qu'on a parlé là, enfin, je vous passe l'interview, et encore une fois, je vous la recommande, hein, allez regarder ça, ça peut être intéressant. Mais pendant 1 heure, on parle de l'Iran, on parle de l'énergie, on parle de l'impérialisme, on parle du réchauffement climatique, tous ces sujets-là, sans jamais évoquer une seule fois le concept de capitalisme. Et ça, je trouve ça chaud. Je trouve ça un peu ouf. Premier degré, tout le monde. C'est quelque chose qui me dérange. Et notamment, c'est quelque chose qui me dérange par rapport à justement l'analyse que lui, il a et son explication vis-à-vis de l'énergie. Parce que non, désolé, le progrès technique de l'être humain n'a pas explosé à partir du moment où on a commencé à mettre la main sur des ressources énergétiques. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, ça tombe bien, il y a une très bonne vidéo qui est sortie la semaine dernière qui parle exactement de ça et que je vous conseille très très chaleureusement, à savoir la dernière vidéo des camarades de Eureka qui ont sorti du coup son truc sur l'histoire du capitalisme. Attendez. Donc je disais, je vous recommande très chaleureusement cette vidéo de Eureka qui s'appelle C'est quoi le capitalisme? Ça vient d'où? Et il y avait quoi avant? Qui est une explication en fait beaucoup plus matérialiste, hein, parce que c'est pas parce que tu utilises le concept d'énergie qui est un concept de science physique que t'es plus matérialiste. Genre, au bout d'un moment, l'émergence du capitalisme, le capitalisme commence à s'installer. Pourquoi est-ce qu'on a connu la révolution industrielle? Il y a plein de gens qui ont quand même pensé avant Jean-Marc Jancovici et qui ont des explications qui sont beaucoup plus scientifiques. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais on est quand même sur ce sujet-là, a priori.
Et cette vidéo est super, les gens, je vous la recommande. Moi, je l'ai regardée 2 fois en entier. Parce que très bon travail, hein, pour le coup, très très bon travail autour de cette question-là. N'hésitez pas à aller checker ça, vous allez apprendre pourquoi est-ce que justement le progrès technique a émergé à partir d'une certaine époque, spécifiquement en Angleterre. Et c'est pas juste une question d'énergie. C'est vraiment pas juste une question d'énergie, justement, les gens. Genre, il y a vraiment des spécificités genre politiques, des spécificités de production, en fait, qui expliquent pourquoi est-ce que ça s'est arrivé. Genre, et d'ailleurs, à un autre moment, Jean-Marc Jancovici, il fait appel à des thèses qui sont des thèses que j'apprécie pas, quoi. Et à 2 doigts de dire que la Révolution française est un événement climatique, parce que ça peut s'expliquer concrètement par le fait qu'à un moment donné, voilà, il y a eu moins de culture, et donc du coup, les gens, ils ont eu moins d'énergie, et que du coup, voilà, du coup, lui, il explique par l'énergie. Mais c'est fou. Genre, c'est fou, c'est des takes que plus aucun historien sérieux ne défende aujourd'hui. Il y a une très bonne vidéo de Tao Kahn aussi qui en parle de ça au passage. Donc, c'est quelqu'un que j'aime pas beaucoup. C'est quelqu'un que j'aime pas beaucoup parce que pour moi, précisément, l'intérêt de vouloir expliquer par autre chose que le capitalisme, justement, d'avoir cette lecture autour à 100% de l'énergie, ça permet justement d'expliquer l'histoire par autre chose que la lutte des classes. Et donc, ça le positionne en tant que penseur anti-marxiste. Et pour moi, c'est un problème. Et alors, du coup, encore une fois, j'ai pas écouté en entier l'extrait qu'on va voir, parce que le début m'a suffi à me dire qu'on allait pouvoir en faire une très bonne capsule. Et vous allez voir qu'on va pouvoir un petit peu rentrer dans le détail de ça, justement, de pourquoi est-ce que Jancovici n'est pas anticapitaliste. Parce qu'il n'est pas anticapitaliste, les gens. C'est un mec qui parle son temps à parler de l'alerte écolo, du fait que voilà, le système va droit dans le mur et qu'on se dirige vers un espèce de cataclysme quand même écolo, tu vois, mais qui refuse d'être anticapitaliste. Il y a un mot que je vous entends pas prononcer, pourtant vous tournez autour. Vous parlez de commerce mondial, de grandes entreprises mondialisées, de civilisation occidentale, enfin de civilisation industrielle. Alors je vois quelqu'un dans le chat qui dit « Le capitalisme sans l'énergie n'aurait pas donné le monde actuel ». Oui, mais ça c'est beaucoup plus, enfin comment dire, c'est beaucoup plus vrai pour la colonisation par exemple. En fait le problème c'est la centralité de cette analyse. Je vous entends pas parler de capitalisme. Vous dites il va falloir faire quelque chose, mais est-ce qu'on peut rigoureusement dire cela sans ajouter la phrase derrière et donc sortir d'une manière ou d'une autre du capitalisme mondial qui nous a amené à cette surconsommation de biens? Alors, capitalisme est un mot pour moi extrêmement protéiforme, parce que Bah, et là déjà j'ai un peu un problème avec ça, quoi. C'est quand même, il y a quand même pas, je dirais, un consensus total non plus sur le terme de capitalisme, mais ça veut quand même dire quelque chose d'un peu précis. Genre au bout d'un moment, je suis désolé, ça veut quand même dire quelque chose d'un peu précis. je pense que beaucoup de gens y mettent des choses très différentes. Ça, c'est 100% vrai. Votre boulanger est un capitaliste. Oui, petit patron, effectivement. Il est propriétaire de sa boulangerie, etc. Est-ce que quand on dit il faut sortir du capitalisme, vous vous dites ça serait bien que mon boulanger devienne un fonctionnaire? Je suis volontairement taquin. Bah, non, mais la question se pose, effectivement. Le fait de penser uniquement le monde à travers il n'y existe que le privé et le public, c'est déjà un biais libéral en tant que tel. Mais ensuite, oui, désolé. La nourriture, l'alimentation, ça devrait être un truc pris en charge par l'État. C'est un besoin vital de l'être humain. Ça devrait être un droit de l'homme d'accéder à la nourriture. Et donc, la distribution alimentaire, pour moi, devrait être centralisée. Oui, effectivement, désolé, mais genre, le fait que on produise du pain dans des petites enclaves de petits patrons qui ensuite, en plus, sont des trucs qui font un gaspillage monumental. Genre, les boulangeries, en termes de gaspillage, c'est vraiment vénère, les gens. Genre, ils jettent quand même beaucoup de pain. Alors que si on se contentait de faire ce pain, non pas dans l'objectif de faire de l'oseille, mais dans l'objectif vraiment de nourrir les gens, on produirait moins de pain, beaucoup moins de pain, et il y aurait beaucoup plus de gens qui seraient nourris. Encore une fois, ce serait un système beaucoup plus efficient, beaucoup plus efficace, même dans son analyse énergétique. Beaucoup de gens, quand ils disent capitalisme, en fait, ils pensent multinationale financiarisée. Non, moi je pense propriété privée des moyens de production. Je pense même à un bon boulanger, je pense au petit patron, je pense à moi-même. Moi-même, trouble antacide, de mon statut d'indépendante sur internet, enfin, de moins en moins, de plus en plus on structure avec la fange, de moins en moins c'est vrai ce truc-là, mais en attendant je suis quand même low-key une petite patronne, hein, tout le monde, j'ai des intérêts qui s'en rapprochent en tout cas, et en fait, le capitalisme c'est un système monde. C'est un des volets du capitalisme. Et Le capitalisme, c'est surtout la centralisation de la marchandisation, genre c'est le fait qu'on devienne d'un seul coup, tous dépendants du marché. C'est quand même pas non plus genre si ouf que ça. Le capitalisme, c'est le moment où tous les humains
sont dépendants du marché. Le marché devient central. C'est ça le capitalisme. C'est pas simplement le fait qu'il y ait des multinationales. Le capitalisme, et a fortiori la pollution induite par le capitalisme, était un problème avant l'émergence des multinationales. À l'époque du capitalisme national, c'était la même. Genre, on utilisait même des machines encore plus polluantes, a priori. C'était des grandes firmes monopolistiques. C'était tout autant un problème. On peut très bien dire, je ne suis pas contre le fait que le boulanger reste propriétaire de sa boulangerie, tout en voulant sauvagement réguler. Mais il peut être propriétaire de sa boulangerie et faire du pain qui sera distribué ensuite au reste de la population au moment où on aura démarchandisé la nourriture. Justement, le principe d'être marxiste, c'est ça, de vouloir démarchandiser des choses. Là, on veut démarchandiser le fait que la nourriture coûte quelque chose. Une fois que ça c'est fait, le mec, il peut être propriétaire de sa boulangerie. C'est propriété d'usage. Il utilise la boulangerie, mais il n'a pas besoin d'avoir de la rentabilité parce que ça, a priori il existe au sein d'un système qui sort justement de la marchandisation et donc qui permet au boulanger de posséder sa boulangerie et de faire du pain qui sera redistribué à tout le monde et ensuite lui-même il profitera de cet ensemble de systèmes. Enfin c'est là où tu vois que pour moi derrière son air de faux intello sur la question en tout cas de la politique. Parce que c'est clairement un vrai intello, tu vois, sur la question de la science, ça y a aucun souci. Mais c'est qu'il comprend pas la critique du libéralisme. Il ne la comprend pas, je pense, sincèrement. Et le capitalisme financier mondialisé. Est-ce que c'est votre cas? Non, moi je parle vraiment du capitalisme. Donc on peut très bien faire les deux. Moi je suis capitaliste, je suis actionnaire de Carbone 4, bon. Et ben là, ça c'est intéressant. Parce que tu vois aussi pourquoi il est pas anticapitaliste. Vous savez, c'est quoi le job de Jean Covici ou pas, les gens Vous connaissez sa boîte ou pas? Comment ça se passe? Lui, justement, il fait du conseil pour les entreprises pour leur bilan carbone. Donc, en fait, il fait du greenwashing, quoi, concrètement. Enfin, désolé, les gens, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire que lui, pour lui, genre, l'écologie verte, c'est un truc possible. C'est son métier, en fait. C'est sa vie. Et il fait ça. Genre, il vit du concept de capitalisme vert. Donc, je pense même que c'est souhaitable dans les propositions farfelues qui m'est arrivé de faire. Ouais, il est capitaliste avec son projet et il pense que c'est souhaitable. C'est pas moi qui invente. J'ai dit par exemple la cotation en continu, moi j'en vois pas l'intérêt. Ça permet juste à la spéculation de s'exercer, mais je vois pas en quoi la valeur d'une entreprise change d'une minute à l'autre. Les comptes trimestriels des entreprises, je pense que ça se discute. Et pour moi, c'est une take, ouais, de progressiste en carton, quoi, genre. Un certain nombre d'entre elles. Enfin bref, je pense que le débat blanc ou noir est un débat qui est un peu stérile. Moi, j'ai une approche plus à l'anglaise. Je pense qu'il faut monter les escaliers marche par marche et donc chercher à réguler progressivement. Mais il y a plein de trucs qu'il faut réguler. C'est absolument évident. Et alors vous allez voir justement que ça fera un très bon pont avec le sujet qu'on va faire après dans le stream tout le monde et pour les gens de YouTube dans une vidéo qui sortira un peu après parce que on va justement parler un petit peu du monde du logement pour que vous compreniez que non, c'est pas une question de régulation. Genre quand on va s'intéresser en profondeur à la crise du mal logement, à la crise des sans-abri, tous ces trucs-là, vous allez voir que c'est pas en régulant mieux le marché de la propriété privée du logement qu'on va résoudre le problème. Il faut remettre en question ce système de rente. Vous allez voir, on sera pas sur un truc industriel, on sera sur un système de rente, donc ça sera plus simple, il y aura pas de question de production, etc. Mais vous allez comprendre que non, désolé, on peut pas résoudre le problème avec juste de la réforme. Le capitalisme n'est pas réformable. J'ai dit tout à l'heure, l'agriculteur français va vendre ses céréales au cours du marché mondial au meunier français qui va fabriquer des biscottes mangées en France. Est-ce qu'on a besoin de se caler sur le prix du marché mondial pour faire ça? Moi, j'en vois pas l'intérêt. Parce que si on disait qu'on protège ce... Donc en fait, voilà, lui, il va être capitaliste, mais remettre en question la finance internationale. Mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas la finance internationale. Avant l'émergence de la finance internationale et des multinationales, il y avait déjà des immenses problèmes. Le contrat du prix du marché mondial et qu'on se donne un prix garanti qui permet à mon agriculteur de faire des trucs qui sont mieux pour la planète et mieux pour sa santé, etc., ça me va très bien. Après, je vais... Genre, par exemple, tu vois, la question de l'héritage, ça prédate très largement la question du capitalisme, tu vois. Et pourtant, en termes d'inégalité de classe et de comment ça nous mène aussi droit dans le mur, ça se pose quand même là. Le lien qu'il y a entre le fait que ça soit des enfants de gens super riches qui récupèrent des entreprises et qui font gonfler
leur valeur de génération en génération et qui sont dirigés uniquement par cette question du profit, c'est un problème en tant que tel. Ça va forcément se retourner dans les intérêts contre la population. Peut-être une deuxième provocation. Est-ce que l'Union soviétique ou est-ce que la Chine, à ses débuts, maintenant c'est un pays un peu plus libéral qu'avant, mais à ses débuts, étaient des pays spécialement doux pour l'environnement? Je ne crois pas. Et pourtant, c'était pas des pays capitalistes au sens traditionnel du terme. Alors là, on peut être d'accord, mais c'est aussi pour ça que le problème de cette époque-là, c'était pas la pensée spécifiquement communiste ou capitaliste, c'était le productivisme, qui était un truc partagé pour le coup par les deux camps. Et ça, c'est un truc qui aujourd'hui a été remis en question précisément par la gauche, a priori, fortiori anticapitaliste. Donc, Parce que bon, on a été qu'au balbutiement des questions sur l'écologie. C'est un peu anachronique de venir leur reprocher ça. moi, je suis plus pessimiste que vous. Je pense que la volonté d'accumulation, elle est inhérente à la nature humaine. Et ça, c'est des conneries. Genre, et encore une fois, je vous renvoie vraiment vers la vidéo de Eureka, genre d'où vient le capitalisme, comment ça a émergé. Là, il est en train de dire, basiquement, l'homme est un loup pour l'homme, les gens. Je suis désolé, c'est une explication essentialiste, anti-matérialiste et aussi anti-scientifique au passage. Genre là, on est en train de parler de la nature humaine, quoi. Genre vraiment, on en est là. Enfin, merde, je suis désolé, c'est catastrophique. Et que la soif de pouvoir, elle est inhérente à la nature humaine, parfois. C'est des grosses conneries. Et ça, tu vois, c'est la manière, justement, lorsque tu as un impensé par rapport, justement, à la question de remise en question du capitalisme, tu es obligé de naturaliser le fonctionnement capitaliste. Tu es obligé de dire, c'est dans la nature humaine. Et du coup, tu es obligé d'avoir un véritable déni pour la question de la réalité historique de ça, justement. Non, je suis désolé, genre, la volonté d'accumulation, ça n'a pas toujours été unanimement partagé par l'ensemble de l'humanité. Et quand bien même, genre moi, je pourrais même défendre l'idée que je suis pas certaine que les empereurs romains avaient une volonté d'accumulation. Mais même si je partais du principe que c'était le cas, ça reste un truc de classe dirigeante. Genre, je suis désolé, mais l'écrasante majorité, genre, du monde paysan, durant l'écrasante majorité de l'histoire de l'humanité, n'avait pas de volonté d'accumulation. C'était pas le cas. Tout simplement. On avait des volontés de subsistance, d'existence communautaire, mais pas d'accumulation. C'est vraiment genre venir naturaliser, faire comme si du coup le capitalisme était intrinsèque à l'être humain. Et donc qu'on ne peut pas y échapper finalement. C'est une façon d'être fataliste. Staline n'était pas un capitaliste, pourtant il avait absolument soif de pouvoir et il a fait quelques dégâts collatéraux en ce qui concerne l'espérance de vie de ses semblables. Ouais, alors bon, là ça... Honnêtement, j'ai la flemme de rentrer dans un débat de tanky sur Staline, mais c'est clairement, genre, il a aussi le cerveau qui a l'air d'être bouffé par la propagande anti-communiste, là, pour le coup, ce genre de truc, je suis désolé. Alors là, il est à deux doigts de citer les 10 000 milliards de morts du capitalisme. Je pense que c'est mieux, en tout cas, il me semble que c'est plus approprié d'essayer d'avoir... Et puis en plus, vous le savez, moi, je suis plutôt critique de Staline, mais alors là, ce genre de passage de merde, franchement, genre, Nick. C'est mieux. En tout cas, il me semble que c'est plus approprié d'essayer d'avoir une approche pragmatique des problèmes. Et donc, bah, dans ce cas-là, écoute les historiens. Genre, au lieu de refaire le monde, genre, depuis ta petite tour d'ingénieur, en expliquant tout par l'énergie. Genre, en négligeant complètement le concept de lutte des classes, comme si ça n'existait pas. Tous les humains, dans la tête de Jean Covici, sont sur un espèce de pied d'égalité. On a tous une soif de pouvoir et d'accumulation. Allez. Effectivement, dans une approche pragmatique des problèmes, dans une approche pragmatique des problèmes, ton boulanger devrait être fonctionnaire. Au risque d'avoir l'air tatillon, justement pour reprendre son exemple, encore une fois, le système aujourd'hui de production de pain par des petites boulangeries dirigées par des petits patrons est extrêmement sous-efficace, provoque énormément de gaspillage alimentaire et fait que plein de gens peuvent pas bouffer, quoi, concrètement, parce que bah, si tout le monde avait du pain, peut-être que les gens auraient moins faim, par exemple. Donc non, désolé, genre, si on se pose sur un strict plan pragmatique, encore une fois, bah moi, désolé, j'écoute le camp du matérialisme dialectique. Voir des multinationales financiarisées dont les intérêts ne recoupent pas les intérêts de la collectivité, il faut... Oui, mais tu comprends que ton boulanger, qui est indépendant et qui est un petit patron, ses intérêts, justement, ne vont pas dans l'intérêt de la collectivité. L'intérêt de la collectivité, ce serait que on distribue tout le pain qu'on produit. Ça, ce serait l'optimal, tu vois, ultime, plutôt que d'en jeter 80%. s'en occuper. Et inversement, il peut arriver à la puissance publique de faire des trucs parfaitement déconnants. Surtout quand elle est putain de dirigée par des capitalistes, comme c'est le cas depuis quand même un sacré moment.
Hollande a dit il faut fermer Fessenheim et il faut baisser le nombre de réacteurs nucléaires en France, ça avait beau être la puissance publique, de mon point de vue, c'était parfaitement déconnant. Donc, Oui, et c'était parfaitement néolibéral aussi. Le- Genre, je fais, c'est fou. Genre, là, il est en train vraiment de citer Hollande en mode, Hollande, c'est l'alternative au capitalisme où je rêve. Genre, c'est quoi ce whipping absolu? Genre, vraiment utiliser bref. et c'était Genre, en fait, c'est cette vision de le communisme, ça consiste à juste faire que tout le monde soit fonctionnaire, mais dans le même système qu'aujourd'hui. Avec les mêmes dirigeants, genre. parfaitement antisocial. C'est ça c'est ça que les socialistes n'ont pas compris. C'était totalement anti. Puisque l'énergie, c'est ce qui fait la production, donc la redistribution, donc la machine sociale. Il faut comprendre que Vous voyez? Et ça, c'est une chaîne d'équivalence qui est ultra bizarre. Genre, la réécoutez. redistribution, donc la machine sociale, Pardon. c'est ce qui fait la production, donc la redistribution, donc Énergie, production, redistribution, la machine sociale. c'est quasiment du ruissellement. C'est quasiment du ruissellement. Dans la manière dont c'est dit, quoi. Je suis désolé. Désolé, mais non. Genre, il y a plein d'autres façons de gérer la production que strictement en regardant la question énergétique. C'est, encore une fois, c'est ce biais qui fait qu'il a tout le temps, toujours besoin d'en revenir à l'énergie, tu vois. Il faut comprendre que volontairement, Et donc, du coup, voilà, quand il parle du nucléaire, pour lui, le nucléaire, c'est forcément social. Parce que du coup, voilà, la chaîne d'équivalence parfaite se fait. entamé Sauf que bah non, en fait il faut prendre en compte les besoins réels de la population, il faut prendre en compte les travailleurs, et moi je dis ça en étant plutôt pro-nucléaire les gens, je vais pas vous mentir. Voilà, moi j'ai fait trop de science pour trouver que le nucléaire c'est poubelle, c'est mort. Particulièrement quand on a des problèmes d'énergie fossile et ce genre d'autres problèmes. Non pas que l'énergie nucléaire ne soit pas une énergie fossile, hein, ça c'est un truc qu'il faut quand même rappeler. Mais moi je suis plutôt pro-nucléaire, donc a priori je devrais plutôt être d'accord avec lui. C'est juste que je trouve son raisonnement naze. Tu peux avoir raison pour les mauvaises raisons aussi, hein, ça reste un peu réel. Et moi je suis pro-nucléaire, mais pour des raisons beaucoup plus concrètes justement que lui, je suis désolé. le système énergétique, c'est appauvrir les gens. Parce qu'il y a aussi la question du coup de dépenser moins d'énergie peut-être. Il n'y a pas que la production d'énergie. Du reste, on va en parler plus tard, quand LFI fait le même genre de proposition, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de se marcher sur les pieds. Donc sur le capitalisme, moi, ma position, c'est Et oui, elle a fait un peu débile sur le nucléaire, c'est pas nouveau. pas, faut complètement Ça empêche pas de... Mais pour moi, la critique du coup, elle doit venir de la gauche. Tu dois pas faire une critique encore plus droitarde de ça, tu vois, genre... m'en sortir. Je ne suis pas favorable à ce que mon épicier ou mon boulanger devienne un fonctionnaire. Et ben voilà, tout est dit. Tu es un gros capitaliste. C'est un capitaliste vert. C'est quelqu'un qui, genre, il y a 10-15 ans, il nous aurait parlé de développement durable, les gens. Genre, il faut arrêter de prendre au sérieux Jean Covici sur les questions de l'écologie, tout le monde. Genre, je suis désolé, mais dans l'écologie, quand on fait ça un petit peu sérieusement, on ne peut pas être capitaliste. Ce n'est pas possible, en fait. Ça ne marche pas. Par contre, je suis Genre, encore une fois, là, ce qu'il propose, c'est du putain de jardinage. Et pourquoi ça l'arrange? Ben, parce qu'il a envie, justement. Lui, il pense que s'il donne des suffisamment bons conseils aux entreprises, elles vont arrêter de polluer. Avec son espèce d'entreprise de merde qui focus tout sur le carbone. Mais vous savez quoi? Une entreprise qui a zéro carbone, eh ben, c'est probablement de la grosse merde. Parce que si ça se trouve, eh ben, elle pollue le sol, elle pollue les eaux, ça se trouve, elle nique la biodiversité. En fait, il n'y a pas que le carbone dans la vie, hein. tout à fait favorable à ce que la partie la plus visible, j'ai envie de dire, de ce système, c'est-à-dire Et encore une fois, du coup, lui, il défend l'idée que la production, par exemple, la production alimentaire, soit objectivement sous-efficace. Mais largement sous-efficace. Genre, encore une fois, moi, je trouve très bien l'exemple du boulanger. C'est super. Un boulanger, toute l'énergie qu'il consomme part à la poubelle, au lieu d'être redistribuée à des gens qui ont besoin de se nourrir. Et il y a encore des gens qui meurent dans la rue aujourd'hui, parfois de faim. Donc non, désolé, tu défends un système sous-efficace. Arrête de prétendre défendre le pragmatisme quand tout ce que tu es capable de dire, c'est que l'accumulation fait partie de la nature humaine. Ce n'est pas pragmatique. C'est 100% idéologique, c'est 100% essentialiste, et c'est de la merde. Les gens, je suis désolé, il faut qu'on arrête à gauche d'envoyer du gaz à Jean Covici sur les questions écolo. C'est pas possible. Et on peut défendre le nucléaire sans être une merde libérale comme lui. le capitalisme financier mondialisé soit beaucoup plus fortement régulé qu'il ne l'est aujourd'hui. Sur le nucléaire, puisqu'on a ouvert la discussion. Bah non, je suis désolé. C'est pas le seul problème. C'est toujours ce même homme de paille, de con,
qui sert à dire ah non, mais c'est pas le système qui est nul, c'est juste qu'il y a une partie du système. Bon, alors, ok, ça se voit partout. Mais je vous jure, c'est que, en fait, si on met des meilleures règles, peut-être que, bah non, en fait, désolé, Jean Covici, il y avait un autre système avant, un système beaucoup plus efficace, notamment dans la redistribution alimentaire. Et encore une fois, je vous renvoie vraiment vers la vidéo de Eureka sur l'origine du capitalisme. Elle est très bien. Je vous renvoie aussi vers les vidéos de Tao Can qui parlent de différents sujets qu'on a abordés aujourd'hui de manière plus approfondie. Toujours est-il que la problématique centrale aujourd'hui vis-à-vis de l'écologie, c'est, et ça a toujours été, la production capitaliste, et a fortiori colonialiste aussi. Parce qu'il y a une question, parce que pareil, je trouve que là on en est quand même à 1 heure, et j'ai pas regardé la fin du coup, je sais pas s'ils en parlent plus tard, mais on en est à plus d'1 heure d'interview où à aucun moment n'est mentionné l'impérialisme, alors qu'on parle à un moment donné du détroit d'Ormuz, genre on parle du Moyen-Orient, tu vois. À un moment donné, il évoque Israël, Palestine, etc. Mais pour lui, c'est juste, voilà, c'est du conflit. C'est pas une question de colonisation, c'est pas un problème du capitalisme. Ça n'a pas de rapport. Il voit pas le lien entre, genre, bah justement, le boulanger dans le système capitaliste et le détroit d'Ormuz, alors que bah nous, on est capable de le faire, tu vois. Genre, et de montrer que c'est tout un ensemble cohérent. Il n'y a pas besoin pour ça d'invoquer la nature humaine. Nous, on a une analyse matérielle de l'histoire. Et désolé, c'est beaucoup plus solide. Jean Covici, c'est pas parce que c'est un physicien qu'il est plus matérialiste que plein d'autres gens. La preuve, son cerveau est rempli d'idées préconçues de merde sur la nature humaine. Moi, le moment où il parle de nature humaine, je suis désolé, c'est vraiment le moment où il faudrait qu'on arrête de l'écouter. Genre, qu'on arrête de le prendre au sérieux sur la question de la politique. C'est bon, en fait. Genre, stop à avoir ce genre de bozo qui... Et en plus de ça, je suis désolé, c'est ce biais de spécialiste. Genre, tu es un physicien, donc tu expliques par la physique toute l'histoire humaine. L'énergie. Tu vois, moi, et parfois, je fais la même critique à Viktorovitch, qui a tendance à mettre une trop grosse centralité de la rhétorique dans ce qu'il raconte. Bah, désolé, la rhétorique, c'est pas si important que ça dans le capitalisme, moi, je trouve. Hein. C'est effectivement une béquille un peu importante dans une démocratie libérale, mais c'est pas central dans la pensée politique, tu vois. Je fais la même critique que je fais à Viktorovitch, où je le trouve parfois trop docteur de rhétorique centré, tu vois, genre il parle de rhétorique, c'est un docteur en rhétorique, donc il explique tout plus ou moins par la rhétorique. Jean Covici, j'ai le même problème. Il va tout vouloir expliquer par son truc que lui il connaît par cœur, tu vois, son domaine d'expertise à lui. Et c'est un biais que je reproche à plein de gens, tu vois. Et justement que je retrouve pas dans le marxisme précisément. Parce qu'on arrive à avoir une explication globale qui dépasse le simple fait d'avoir un domaine d'expertise. Genre, la question de l'énergie, on peut la prendre en compte, par exemple, dans une analyse marxiste. Parce que l'analyse marxiste, c'est pas juste un domaine d'expertise, c'est vraiment une épistémologie à part entière. Mais bref, on va pas rentrer dans le détail de ça, tu vois. Pour moi, Jean-Marc Jancovici est un réactionnaire. C'est un réactionnaire sur le plan social, à plein de niveaux, de par son anticommunisme, de par son biais libéral, de par son explication autour de la nature humaine. Je trouve que c'est un penseur de gauche, enfin pas de gauche, écolo, mais pas de gauche. Certainement pas de gauche. Et avec une dimension réactionnaire dans son discours. Et je suis sincère là-dedans, les gens. Genre, pour avoir fait des études en plus en sciences, etc., à des moments, il raconte vraiment des grosses conneries. Je vous renvoie vers ce que j'avais déjà critiqué autour de lui sur son concept d'équivalent esclave, qui est vraiment une énorme connerie. Et arrêtez de donner du gaz à ce mec. Vraiment. Il y a des gens qui ont fait des sciences, comme Jean-Marc Jancovici, qui sont des gauchistes révolutionnaires, il y en a plein. Et qui disent des vrais trucs sur la question environnementale. Et il y a plein de gens qui ont déjà théorisé, qui sont déjà rentrés dans les profondeurs de pourquoi le capitalisme en tant que tel était un système qui n'était pas viable environnementalement parlant. Et qui ont proposé de le remettre en question. C'est vraiment genre, il y a des gens, genre, exemple tout con, tu vois, mais on reprend René Dumont à son époque, avait beaucoup mieux compris ça que Jean-Marc Jancovici aujourd'hui. Et c'était tout pareil. C'est un espèce de grand... C'est un big scientifique, hein, pour le coup, René Dumont. Tu vois, il avait beaucoup mieux mis la main sur les problématiques de cette époque-là. Alors que, pour le coup, c'était pas un mec qui avait une formation marxiste en profondeur. Hein. Par contre, il avait une belle intuition matérialiste. Et il était vraiment anti-impérialiste en profondeur. Ça, c'est quelque chose qu'on va l'enlever, tu vois. Donc voilà, encore une fois, il y a plein d'alternatives de gens qui ont pensé des choses sans expliquer qu'en fait, c'est la nature humaine, voilà quoi, parce qu'en fait, l'homme est un loup pour l'homme, et donc en fait, moi je suis contre que mon boulanger
Moi, je suis pour que le boulanger, voilà, il cherche avant tout le profit. Et donc, qui jette la grande majeure partie de sa production parce que je suis un acteur rationnel et pragmatique. C'est vraiment ça le discours de Jean Covici, donc moi ça m'emmerde, je suis désolé. Je pense sincèrement que faut arrêter de lui envoyer du gaz à ce mec-là. Voilà. Et puis remettre un peu au centre l'écologie, quoi. Et désolé, mais juste être tout autant réactionnaire sur la question du nucléaire parce que à une époque on se rappelle vaguement que Greenpeace ils aimaient pas le nucléaire, donc je crois qu'il faut continuer à pas aimer le nucléaire. Bah c'est des conneries tout pareil, hein. Ça les gens je suis désolé, c'est tout autant réactionnaire d'être contre le nucléaire pour des raisons aussi stupides. Genre si t'es contre le nucléaire parce que t'es nostalgique du Rainbow Warrior, t'es vraiment un débile, hein. Franchement je suis désolé, c'est tout pareil. Dans tous les cas, genre il faut être capable, je sais pas moi, ouais, d'écouter les gens qui sont dans l'écologie révolutionnaire. Parce qu'il y a un peu que ça, désolé, les gens qui proposent réellement des solutions sans être basés sur des valeurs quasi morales, quoi. Les gens sont contre le nucléaire pour des valeurs quasi morales aujourd'hui, tu vois. Genre non, il faut regarder à quoi ça sert, dans quel mode de production, c'est quoi les risques, et puis ensuite on en vient à produire comme ça. Moi je défends par contre, du coup derrière avoir un rénovement massif, public, de nos centrales aujourd'hui. Moi, je défends quand même l'idée que nos centrales, elles sont vieillissantes, qu'on a des modèles de centrales, aujourd'hui, notamment en Chine, qui me procurent des érections. Mais alors, oh là là, les réacteurs chinois, les gens. Mama, bref, faudrait qu'on ait ça en France. Moi, je suis pour qu'on ait ça en France. Genre, c'est beaucoup moins dangereux, ça a des déchets beaucoup moins chiants, c'est vraiment mieux, c'est beaucoup plus sécurisé aussi, parce que c'est beaucoup plus facile à mettre en sécurité, c'est beaucoup plus petit. Enfin bref, que des giga avantages. Moi, je suis vraiment pour qu'on réinvestisse, mais massivement, dans l'énergie nucléaire, hein. Moi, je suis même ce genre, je défends le nucléaire à tel point, tu vois, genre que je pense sincèrement que, ouais, faudrait remettre un énorme coup dans la machine. Pour tout rénover, faut tout rénover, refaire des moteurs à fission, comme on sait les faire au prime de la technologie là, notamment certains réacteurs chinois, et ensuite réinvestir encore massivement pour la fusion nucléaire, qui reste un truc auquel je tendance à un peu croire. Salut, c'est la Diane du montage, et juste un tout petit truc à préciser parce que je passe un petit peu vite sur ces questions de fusion et de fission nucléaire, donc voilà, petite explication. Scientifique quand même de quoi on parle. En fait, quand on est dans la physique nucléaire, il y a deux réactions qui sont possibles. Vous avez dû voir ça à l'école. Normalement, la matière, en règle générale, elle est composée de molécules, c'est-à-dire des espèces de gros trucs de Lego, qui sont eux-mêmes composés du coup de pièces de Lego, qui sont les atomes. Et en gros, la chimie, c'est quand on fait des trucs dans les molécules. Et quand on parle de physique nucléaire, c'est quand on va plutôt aller checker dans les atomes, plus précisément dans le noyau des atomes. Voilà, si vous voyez le schéma normalement que vous avez vu à l'école, il y a une petite planète comme ça, c'est le noyau, et autour il y a des électrons qui tournent. Bon, en vérité c'est un peu plus compliqué que ça, mais je vais pas rentrer dans les détails de la physique quantique. Tout ça pour dire que, en gros, la fission nucléaire, à savoir le truc qu'on utilise dans les réacteurs aujourd'hui et qu'on utilise pour générer de l'énergie, le principe c'est de prendre un gros noyau et de le casser en deux pour obtenir des plus petits noyaux. C'est de la fission nucléaire et c'est pas une réaction qu'on retrouve forcément ailleurs dans la nature. C'est une réaction aussi qui du coup va générer pas mal de déchets, les fameux déchets radioactifs, etc. Et tout ça normalement c'est à la base de la technologie nucléaire civile. Je précise civile parce que d'un point de vue militaire, en fait, la fusion nucléaire elle est utilisée dans les bombes à hydrogène. Mais on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, c'est pas très important. Et du coup c'est quoi la fusion nucléaire? La fusion nucléaire c'est le principe inverse. C'est quand tu prends deux plus petits noyaux et que tu les mélanges pour du coup derrière faire une plus grosse molécule. Et vous allez me dire mais comment ça peut rejeter de l'énergie? C'est compliqué. Mais en tout cas, sachez que ça crée de l'énergie de mélanger, ou tout comme ça crée de l'énergie de les séparer en fait. Et c'est une réaction qui pour le coup se retrouve dans la nature, dans les soleils entre autres. Genre le soleil, c'est pas de la fission nucléaire, c'est pas non plus du feu, c'est pas une boule de feu le soleil. C'est une boule de matière en fusion. Et de la matière en fusion, c'est-à-dire de la matière qui crée, ça crée de la nouvelle matière quoi. Et c'est pour ça qu'on parle d'étoiles à hydrogène, puis d'étoiles à hélium, et ensuite on avance comme ça, parce qu'en fait, plus une étoile elle vieillit, plus elle va faire des gros trucs, parce que du coup tu crées des éléments de plus en plus gros que tu mélanges ensemble et ça fait de plus en plus des gros atomes quoi concrètement. Voilà, petite parenthèse pour les curieux d'un point de vue scientifique, c'est ça la différence entre la fission nucléaire et la fusion nucléaire. Et ce qu'il faut comprendre, et ce qui est pas très clair dans ce que je raconte à ce moment-là, c'est que la fission nucléaire du coup c'est ce qu'il y a dans les réacteurs, et la fusion nucléaire on n'a pas encore vraiment de moyens de générer de l'énergie avec ça. Et il y a un gros projet, en gros, qui est, entre autres, géré en Europe, pour tenter de créer un générateur d'énergie à partir de la fusion nucléaire, ce qui serait vachement mieux, parce que du coup, t'as pas
bah notamment les déchets radioactifs, et tu pars aussi de matières beaucoup moins chiantes. Parce que quand tu fais de la fission nucléaire, il faut que tu aies des gros noyaux. Les gros noyaux, c'est plutôt rare, donc il nous faut de l'uranium, enrichi en particulier, qu'on va enrichir plus tard. Alors que la fusion nucléaire ne demande pas d'avoir cet accès à une ressource fossile, comme l'uranium par exemple. Bon bref, voilà, tout ça pour dire, c'est un petit peu des détails techniques et compliqués. Je me suis dit, ouais, c'est pas clair, et en même temps, vous voyez que c'est un peu long et chiant d'expliquer, donc bon... allez, j'espère que c'était quand même un peu plus clair. Gros bisous tout le monde, je vous laisse dans la fin de la vidéo. Et pour moi, c'est de la recherche théorique qui pareil, n'a aucun sens d'être financée par le capitalisme. De produire une énergie comme pourrait l'être la fusion nucléaire, à savoir un truc qui n'existe pas encore, c'est l'énergie des soleils, quoi, qu'on aimerait pouvoir reproduire à l'intérieur d'une centrale ici sur Terre et qui permettrait du coup d'avoir beaucoup d'énergie pour pas grand chose. Et ça, le capitalisme le rejette très radicalement, hein. Ça n'a aucun sens d'un point de vue du capitalisme de développer la fusion nucléaire. Ça ne sert à rien pour eux, toutes les industries. Enfin, pas que ça sert à rien. En tout cas, ça va contre les intérêts capitalistes, financiers, de quasi toutes les industries énergétiques qui existent aujourd'hui, en fait. Donc oui, moi, je suis pour qu'on développe ça, en fait. Je suis pour qu'on développe ça. Je suis pour le retour d'une recherche aussi scientifique qui fasse envie. Parce que pareil, le fait que... Là, on a parlé des boulangers. Mais moi, je vais déjà expliquer pourquoi est-ce que je n'étais plus ingénieur, pourquoi j'ai même jamais été ingénieur en vérité, pourquoi est-ce que j'ai quitté ce milieu-là, pourquoi j'ai quitté ce domaine-là aussi, mais c'est parce que le capitalisme fait, je trouve, à désenchanter la science. Vraiment. Genre, aujourd'hui, t'es ingénieur, t'as une chance sur deux de bosser sur tel objet doit casser à la bonne vitesse, ou sur la résistance de tel matériau, ou sur... C'est pas pour faire des trucs pour les clients, ou c'est de la recherche-développement pour pouvoir faire de l'oseille. En général, c'est pour faire de l'oseille. C'est genre, dans le papier, par exemple, on a des ingénieurs papier, nous, à Grenoble, une école qui s'appelle Papette, et bah tu vois, sur le modèle de Papette, bah, ils vont développer des papiers qui s'abîment de la bonne vitesse. Parce que, bah, du coup, faut que les gens, ils en rachètent. Ils vont pas bosser sur faire un papier indestructible. Ça va pas être ça, leur focus principal. Et il y a ça dans la science tout le temps, partout. Genre vraiment, moi par exemple, j'ai fait du traitement du signal. J'ai été ingénieur en traitement du signal. Voilà, c'est une des spécialités historiques de Grenoble. Voilà, sachez-le, grâce à un certain Fourier, qui a développé la transformée de Fourier. Toute une histoire. Et ben, du coup, tu fais en gros du traitement de l'image, traitement de texte, traitement de machin, traitement de l'information en règle générale. Et ben ça, au début, on te le vend comme un truc de regarde, on va regarder par des images satellites par où est la pollution. Ça, on peut voir les endroits. Ouais, super. J'ai un collègue de l'époque, il a travaillé dans une boîte pétrolière pour être dans des pays d'Afrique pour foutre des sondes sur le sol qui servent à détecter des poches de pétrole. Oui, Fourier qu'on embrasse d'ailleurs avec tout le respect, bien sûr. Tout ça pour dire que l'écrasante majeure partie de la recherche scientifique aujourd'hui ne va pas vers un truc qui, moi, me fait envie. Ça sert à enrichir des gens. Ça sert pas à, je sais pas, inventer des vrais trucs du futur. Je suis désolé, aujourd'hui, si le capitalisme, à la base, a permis du progrès technique, aujourd'hui, c'est davantage un frein pour le progrès technique, y compris d'un point de vue énergétique. Je le maintiens dans une société saine où on n'envoie pas tous nos cerveaux devenir des petits soldats de la bourgeoisie. Bah en fait on a les gens qui se mettent à réfléchir sur ce qu'ils veulent vraiment, et du coup les océans seraient déjà propres et on aurait de l'énergie à l'infini, tout simplement. Bah, vraiment, je suis désolé, ça ce serait optimal pour le coup. Et moi je rêve de ce monde là. Je rêve d'un monde où la science, au lieu de servir les intérêts d'Elon Musk, recommence à devenir une espérance globale pour l'humanité, d'accéder par exemple à des nouvelles énergies, d'accéder par exemple à la fin de certains métiers, tu vois, genre dont on a marre de faire. Enfin, je sais pas, ça ne m'enchante pas. Il y a quoi qui fait envie aujourd'hui dans la science, enfin, genre... Alors que si la science travaillait pour le bien commun, ce serait de la giga frappe, les gens, mais même d'un point de vue médical, vous vous rendez pas compte à quel point on serait en avance par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Genre, on soignerait tellement mieux le cancer. Bon bref, encore une fois, j'ai déjà dit tout ça. Il y a aussi une très bonne vidéo sur la chaîne de Pas du Ring, et pas de la Pas du Team, sur la chaîne de Pas du Ring, sur comment est-ce qu'on perçoit la science. Je trouve qu'elle a un peu trop gros cerveau. Faudrait que je fasse la mienne de vidéo, celle où j'explique ça comme une débile. Pour reparler un petit peu de comment est-ce qu'on parle de science quand on est à gauche, qui est très cool aussi. Voilà, je vous renvoie vers plein de contenus, mais voilà, genre, encore une fois, le capitalisme, si à la base a permis aux scientifiques de se faire un peu kiffer et d'aller sur la Lune, depuis, c'est de la merde, et ça nous pousse à faire de la recherche qu'on n'a pas envie de faire, qui sert à rien
et qui n'enchante personne, qui parfois va même contre le sens de l'intérêt général. Donc au secours. Et je maintiens encore une fois que, genre, ce mec-là, la raison pour laquelle il a aussi ce truc-là, et pourquoi il sera jamais anticapitaliste, c'est parce que il en vit. Encore une fois, Jancovici, il faut pas oublier ce que c'est. C'est un mec qui fait du lobbyisme pour du greenwashing. Genre, c'est ça, Jancovici. Genre, on passe notre temps à critiquer, genre, c'est juste du greenwashing avec une peinture qui fait que on est impressionné, tu vois. Mais non, ça reste ça. Ça reste une boutique. Jancovici défend sa petite boutique. Et c'est pour ça que, au même titre qu'un boulanger, bah, il veut pas devenir un fonctionnaire. Il veut pas travailler pour l'intérêt général. Il veut pas travailler pour tout le monde. Il veut travailler pour lui. Et il veut donner des bons conseils aux entreprises. Et il pense que si tout le monde fait les choses bien, et ben voilà, le problème il est réglé. Et c'est pas comme ça qu'on fait de l'écologie. Sérieusement, c'est pas comme ça qu'on fait de l'écologie. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et ça nous envoie, au contraire, droit dans le mur. Droit dans tout ce qui critique justement le productivisme, c'est de la pensée qui est incohérente, je suis désolé. Faire Bellec à Jancovici, encore une fois, c'est un penseur vraiment libéral, réactionnaire, ça dégage, désolé. Et c'est moi, voilà, qui suis pourtant, d'après la moitié de mes collègues, une ingénieure mentale, bah désolé, Jancovici, le roi des ingénieurs, je trouve qu'il est un peu con sur les sujets, notamment de la politique, genre vraiment, pour le coup. Et pourtant, encore une fois, genre, je suis pas en train de dire qu'il dit que des conneries, oula. Qui dit que des conneries. Encore une fois, je peux vous recommander, moi, de la regarder, cette interview. Il parle de plein de trucs qui sont un peu intéressants, hein, quand même, tu vois. Il est loin de dire que des conneries, tu vois. Mais les trucs qu'il dénonce, genre en mode oh là là, il va se passer ça si on continue à faire de la merde à l'échelle des entreprises, il propose pas les bonnes solutions. Il propose des solutions de patron. Et c'est des solutions qui nous mènent droit dans le mur. Et on va revenir dans le détail. De toute façon, l'écologie, c'est un sujet dont je parle déjà beaucoup. Mais et qui, pour moi, n'est pas à distinguer de la recherche scientifique, sans pour autant tomber dans le solutionnisme technologique, tu vois. Résoudre la crise du capitalisme, une crise induite par le capitalisme, je trouve que c'est vraiment une connerie. Ça ne marchera pas. Et encore une fois, on va voir en plus en profondeur, avec un truc un peu plus simple, en quoi non, c'est pas simplement la réforme, c'est pas simplement en réformant le système. Genre, on va expliquer justement dans la prochaine capsule pourquoi, même si on réformait en profondeur actuellement le système du logement en France, ça ne réglerait pas le problème du mal logement. Il y aurait toujours des gens qui seraient à la rue et qu'il y a un problème inhérent à ce système même qui n'a pas vraiment de sens au fond. Bref, gros bisous YouTube, j'espère que c'était clair, j'espère que c'est une bonne capsule. Voilà, j'ai réussi à pas trop hurler. Voilà, là, je sais que la dernière fois que j'ai parlé de Jancovici, j'ai parlé un peu fort. Du coup, les gens étaient en mode ouin ouin, la meuf est hystérique. Là, j'ai quand même réussi à rester un peu calme. Donc, voilà, lâchez-moi les couilles.